Donc, je vais faire deux choses. Je vais répondre à la question posée dans le titre de cette conférence, autant que possible. Et puis, je vais vous donner une idée de ce qu'il y a dans ce livre récent, L'éthique intellectuelle, que vient de mentionner et de montrer Anna. Alors, je commencerai en disant qu'il y a dans la philosophie contemporaine, il parle très très peu de sagesse. C'est une notion qui a en grande partie disparu depuis du vocabulaire philosophique, ou en tous les cas des préoccupations philosophiques depuis le XVIIe siècle, qui ne joue pas de rôle central en épistémologie avec et après Descartes, Locke, Hume, Kant, et elle n'est pas non plus reprise par les phénoménologues. On ne parle pas de sagesse, rarement, et pas plus, on n'en parle pas plus, ou aussi quand on en parle, c'est rare, dans la philosophie analytique. Dans mon livre, le chapitre 6 est intitulé « Vérité, amour et sagesse ». Alors, ça fait un petit peu titre d'un feuilleton, quelque chose qu'on verrait à la télé, mais en tous les cas, ça montre l'importance que j'accorde à la sagesse dans ce livre. Alors, à quoi est-ce qu'on a renoncé Pourquoi a-t-on renoncé? Pour la remplacer par quoi en renonçant à la notion de sagesse? Eh bien, dans l'épistémologie contemporaine, en particulier dans l'épistémologie analytique, on y a renoncé au profit de notions comme celle de justification ou celle de normes épistémiques. Donc la sagesse a disparu, la justification est arrivée. Et à la question de savoir ce que nous avons le droit de croire et ce que nous pouvons prétendre connaître, eh bien, il a été répondu par une définition de la croyance ou une définition de la connaissance. D'où, par exemple, l'importance que prend, qui est presque comique, si vous voulez, par certains aspects, que prend la discussion de l'article de Guettier célèbre, où il examine la définition de la connaissance comme croyance vraie justifiée, où il donne des exemples de cas qui sont depuis appelés des cas de Guettier, dans lesquels une personne croit que P est vrai, la personne est justifiée à le croire, c'est-à-dire elle a de bonnes raisons de le croire, et pourtant, nous ne dirions pas qu'elle sait que P. Donc, il fournit un certain nombre d'exemples où finalement la définition qui semblait la meilleure de la connaissance, comme croyance vraie et justifiée, ne fonctionne pas. Et cela a entraîné une réflexion approfondie, parfois un peu répétitive, sur la notion de justification épistémique, voir exactement pourquoi finalement cette définition ne fonctionnait pas, a constitué une grande partie de la philosophie analytique, de l'épistémologie analytique depuis 3 ou 4 décennies. En gros, concernant la justification épistémique, 2 modèles ont surnagé sous des formes diverses et variées. Un modèle déontologique, dans lequel une croyance est légitime si elle satisfait certaines normes épistémiques, c'est-à-dire si elle satisfait un certain nombre de règles ou de principes que le philosophe précise. Et puisqu'il y a des normes, des règles ou des principes, l'activité intellectuelle de base pour une personne consiste à contrôler ses croyances, à se demander si elle satisfait, si cette personne satisfait ses obligations épistémiques. Donc, nous devrions, le plus souvent possible, faire une sorte
d'examen de nos croyances pour voir si réellement nous avons des raisons de les avoir, ces croyances, ou en tous les cas des raisons suffisantes de les avoir, ou des raisons probantes de les avoir, et en fonction de règles qui peuvent être assez précises et qui nous disent comment une croyance peut satisfaire un certain nombre d'obligations épistémiques. Et nombre de philosophes ont considéré que la prétention à la connaissance suppose de remplir ces obligations épistémiques, et même que c'est seulement si le contrôle que nous exerçons assure que nous ne pouvons plus avoir aucun doute que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes irréfutables, que ce que nous croyons est infalsifiable, c'est seulement dans ce cas-là que nous savons. Donc il y aurait les croyances où on admettrait encore que les raisons peuvent être suffisantes, au moins dans certaines circonstances, mais pas suffisantes dans l'absolu. Et puis il y aurait la connaissance, les cas où véritablement cela ne devrait admettre aucun doute, on devrait être absolument sûr de nos raisons. Et plus récemment, en gros depuis une quarantaine d'années, un autre modèle est apparu. Il est apparu en particulier à partir d'un article de quelqu'un qui s'appelle Ernest Sosa, qui est intitulé Le radeau et la pyramide, qui est traduit en français, dans le recueil d'articles sur la philosophie de la connaissance fait par Dutemps et Angèle. Eh bien, dans cet article apparaît une conception un peu différente de celle dont je viens de parler, qui consiste moins à considérer que la justification reposerait sur un contrôle de nos raisons de croire, elle reposerait plutôt sur une procédure fiable d'acquisition des croyances. Donc, être justifié, ce ne serait pas avoir des raisons suffisantes et avoir vérifié que l'on a ces raisons suffisantes, avoir contrôlé, ce serait plutôt avoir suivi, mais sans forcément d'ailleurs avoir contrôlé qu'on l'a suivi, avoir suivi une procédure fiable d'acquisition de croyances. Donc les croyances se trouvent justifiées si cette procédure est fiable, c'est-à-dire fonctionnelle finalement. Alors, déontologie d'un côté, fiabilisme de l'autre, ont constitué les deux modèles principaux dans l'épistémologie analytique depuis une quarantaine d'années. Ce que je voudrais examiner, c'est deux caractéristiques principales de ces deux conceptions épistémologiques que sont la conception déontologique ou la conception fiabiliste. Dans les deux cas, la vie intellectuelle est complètement atomisée. Elle est comprise comme une succession de sortes de tranches temporelles mentales qui sont des sortes d'atomes épistémiques. Et l'épistémologie consiste à examiner les conditions d'acquisition légitimes de nos croyances, c'est-à-dire d'un état mental dans lequel nous nous trouverions à partir de ceux que nous avions précédemment. Donc tout est vu en termes de succession d'états mentaux. Et il s'agit de savoir si l'état mental qui est une croyance à un moment est justifié par d'autres états mentaux que nous aurions avant. Donc cette épistémologie analytique, elle est solidaire souvent d'une certaine ontologie de l'esprit, c'est-à-dire d'une certaine conception de l'esprit, qui est elle-même, et vous allez voir que ça va jouer un rôle important, solidaire d'une certaine anthropologie métaphysique, c'est-à-dire d'une certaine métaphysique de ce qu'est une personne. En gros, j'insiste, notre vie mentale serait constituée d'états mentaux successifs. Et tout le problème, ce serait de savoir comment on passe de l'un à l'autre. Finalement, l'esprit, c'est une sorte de Lego mental, de jeu de Lego mental.
chaque croyance est une pièce. Et il s'agit de savoir si on a le droit de poser la pièce dans l'ensemble ou non. Ça, c'est la première caractéristique de cette conception. La vie intellectuelle est complètement atomisée. Et puis, elle est aussi complètement dépersonnalisée. Ce qui importe, ce n'est pas celui qui croit quelque chose ou celui qui sait quelque chose, mais c'est la croyance, comme si c'était une entité tout à fait reconnaissable et qui est reconnue d'ailleurs en termes d'état mental. Ces atomes sont des atomes de croyance. Donc, ce qui importe, ce sont les croyances et les conditions de leur légitimité, ou les connaissances et les conditions de leur légitimité. Et même quand la question de la valeur de la connaissance a été examinée, plutôt le cas ces dernières années, c'est la valeur de ce qui est cru ou de ce qui est su qui a été au centre, et non pas la valeur de celui qui croit ou de celui qui sait. Donc c'est la valeur des croyances, pas la valeur de la personne qui croit, qui a été centrale. Vous voyez que la question, c'est de savoir quel est l'objet de l'épistémologie. Est-ce que ce sont les croyances comprises comme états mentaux ou les personnes ayant ou non certaines capacités ou décisions ou dispositions, pardon. C'est quoi l'objet de l'épistémologie? C'est les gens ou c'est les croyances qu'ils ont? Ça ne fait pas du tout la même discipline, en fait, si on choisit l'un ou si on choisit l'autre. Cette différence que je fais, elle correspond à une différence que l'on trouve en philosophie morale extrêmement classique, entre une éthique qui porte sur des actes, donc sur ce qu'il est bon de faire, sur la question de savoir quels sont les actes légitimes, c'est ce que vous trouvez chez Kant, et puis une éthique qui porte sur des personnes, sur ce qu'il est bon d'être, c'est-à-dire une éthique qui porte sur la vie bonne, ce que vous trouvez chez Aristote. En fait, cette distinction-là, on peut la reporter en épistémologie. On la trouve aussi entre ceux qui ont considéré qu'il fallait tout faire porter sur le contrôle des croyances, exactement comme on va se demander quel est l'acte que l'on doit faire en philosophie morale, et ceux qui penseraient plutôt que ça serait plus intéressant, ou au moins aussi intéressant, en tous les cas très important, de se demander ce qu'il est bon, comment une vie intellectuelle pourrait être bonne, et pas simplement comment les croyances que l'on a pourraient être légitimes. Alors, on pourra me dire, oui, mais n'y a-t-il pas eu le développement de l'épistémologie des vertus? Elle semble bien avoir rompu avec cette dépersonnalisation de la vie intellectuelle. Donc est apparu il y a à peu près 30-35 ans quelque chose qu'on appelle épistémologie des vertus, dont l'un des protagonistes est justement Ernest Sosa, dont j'ai parlé précédemment, et puis il y en a eu d'autres, je vais parler brièvement par la suite, qui, eux, semblent avoir rompu avec à la fois le modèle déontologique et au moins, souvent, ils ont été plutôt du côté du fiabilisme et ils ont eu tendance à avoir un fiabilisme un peu particulier, justement parce qu'ils ils donnaient un statut à la notion de vertu. Alors, je dirais que c'est pour une part vrai, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont conçu les vertus, en tous les cas, c'est comme cela chez Sosa et chez un de ses disciples, et qui a lui-même développé une théorie, une conception, une épistémologie des vertus qui lui est propre, qui s'appelle John Greco, qui est venu d'ailleurs plusieurs fois à Nancy. Ils ont conçu les vertus comme des compétences qui sont liées au bon fonctionnement de certaines facultés. Les facultés intellectuelles que sont
la perception, la mémoire, la raison et l'introspection, la capacité justement à examiner ses croyances. Donc ils ont conçu les vertus, je dirais, en termes d'habitus intellectuel, et l'idée c'est que la rationalité, c'est ce qui nous rend meilleurs pour parvenir à certains succès cognitifs. C'est une notion qu'on trouve en particulier chez John Greco, qui conçoit finalement la vie intellectuelle comme une tentative de parvenir à une sorte de réussite intellectuelle. Voilà ce que dit Greco, ce qu'il disait en 1992. Quand on lit attentivement Greco, on remarque qu'il le dit de moins en moins aussi crûment qu'il le disait quand il était petit. Voilà ce qu'il disait en 1992. Il disait « L'idée centrale de l'épistémologie des vertus est que la justification et la connaissance résultent du fonctionnement correct de nos vertus intellectuelles, c'est-à-dire de nos facultés intellectuelles, parce que les vertus chez eux sont des compétences, des facultés. Donc de nos vertus intellectuelles ou facultés dans un environnement approprié. Donc une vertu, c'est une faculté, c'est une capacité, c'est une compétence. Ces mots sont quasiment utilisés, en tout cas chez John Greco, l'un pour l'autre. Et grâce à ces vertus, dans la vie intellectuelle, ou disons dans nos actes intellectuels, puisque la notion d'acte joue un grand rôle chez eux, on parvient à un résultat qui est une sorte de succès cognitif. Donc je pense que c'est une conception qu'on peut dire utilitariste, où l'important, c'est de maximiser votre succès intellectuel, c'est-à-dire parvenir à des vérités, quand même, hein, à la vérité. Donc la rationalité, la rationalité intellectuelle, elle est conçue en termes d'utilitariste comme ce qui permet de parvenir à un bon résultat dans une certaine activité qui est celle de l'agent cognitif. Et donc les vertus sont des moyens d'y parvenir. Le bien de l'exercice des vertus, il est externe. C'est la justification de la connaissance. C'est un bien qui est externe, c'est la justification de la connaissance. Alors, cette épistémologie des vertus, très très intéressante, mais ce n'est pas la mienne. Le livre est intitulé « L'éthique intellectuelle et une épistémologie des vertus », ce n'est pas celle-là que je défends. C'est quelle, et vous allez voir que c'est important quand je vais en arriver justement à la notion de sagesse que vous attendez patiemment. L'épistémologie des vertus est différente parce que je ne conçois pas du tout les vertus comme des compétences ou comme des facultés, mais très classiquement, je dirais, dans la lignée d'Aristote et de Thomas d'Aquin, je les conçois comme l'excellence d'une nature. Et d'une nature qui est la nature humaine. Ce qui suppose d'avoir une notion de nature humaine et d'avoir l'idée de son perfectionnement dans la vie intellectuelle et par la vie intellectuelle. L'idée étant alors que l'exercice des vertus intellectuelles doit nous perfectionner dans notre nature, nous faire être au mieux ce que nous sommes. Et alors là, quand on dit ça, c'est déjà fini, on n'est plus dans l'épistémologie analytique habituelle. Rien que le fait de prononcer une phrase pareille et nous fait sortir de l'épistémologie analytique. En fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout la notion de bien externe, c'est-à-dire la justification comme ce qui serait le bien externe de l'activité cognitive, c'est la notion de bien interne, c'est-à-dire c'est l'idée d'un bien qui serait propre à l'activité intellectuelle et qui serait la réalisation de soi ou le perfectionnement de soi. C'est une notion qu'on trouve par exemple chez l'idée de bien interne à une activité ou à une pratique. C'est ce que l'on trouve chez un philosophe qui finalement m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Alasdair MacIntyre, un Écossais qui vit maintenant aux États-Unis. Mais vous voyez bien que si on va dans ce sens-là, si on a une épistémologie avec une nature humaine, et la réalisation de cette nature humaine, la meilleure réalisation possible de cette nature humaine, à travers l'exercice des vertus intellectuelles,
on est dans une toute autre anthropologie que celle de l'épistémologie analytique. On n'est plus dans ce jeu de l'ego mental, là. On n'a plus des histoires d'états mentaux, tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est absurde, mais on est dans toute autre chose. Alors voici comment MacIntyre définit la vertu. C'est dans un livre qui est traduit en français, mais c'est une retraduction du texte. C'est dans Après la vertu. Mais le titre du livre de MacIntyre est Après la vertu, mais ça ne veut pas dire qu'il l'enterre. Hein. Une vertu, dit-il, est une qualité humaine acquise dont la possession et l'exercice tend à réaliser des biens internes à des pratiques et dont l'absence nous empêche réellement de réaliser ces biens. Donc, ce n'est pas parvenir à un succès, c'est parvenir à être ce qu'on est qui est important dans une vertu. Donc, vous voyez, vertu chez Sosa et Greco n'a pas le même sens que celui que donne MacIntyre. Donc, dans le cadre de cette épistémologie des vertus comme réalisation de notre nature, alors là, la notion de sagesse retrouve tout son sens. Celui qu'elle perd, hein, que la notion de sagesse perd totalement dans une épistémologie des règles, ou dans une épistémologie fiabiliste qui vise un succès cognitif. Pourquoi ? Parce que la sagesse peut être comprise comme la réalisation de soi. Et ce ne sera pas simplement le respect de règles ou le bon fonctionnement d'une procédure. Donc la vie intellectuelle, dans ce cadre-là, a un enjeu qui n'est pas réductible à la légitimité d'une croyance ou à la satisfaction de normes cognitives. Et l'enjeu de la vie intellectuelle, il devient presque dramatique du coup. L'enjeu de la vie intellectuelle, c'est notre salut épistémique. C'est-à-dire que nous soyons rendus meilleurs dans ce qui caractérise notre nature, c'est-à-dire notre rationalité. Puisque on présuppose alors dans cette anthropologie métaphysique que ce que nous sommes, ce sont des animaux rationnels. Et que c'est la rationalité qui fait notre spécificité humaine. Alors, on en arrive à l'idée d'une vie épistémique bonne. Hein. Alors je vais me permettre de me citer moi-même. Ou plutôt, non, c'est même pas ça. Je cite, le passage dans mon livre, c'est le passage où je cite Thomas d'Aquin. Donc il dit, c'est à la page 206 de mon livre, il dit, Thomas, donc dans la question 46 de la seconde partie de la Somme théologique, cite Isidore de Séville, pour lequel sage, sapiens, vient de saveur, sapor, parce que de même que le goût est capable de distinguer la saveur des aliments, de même le sage est capable de distinguer la réalité des causes. Et mon commentaire, c'est que la sagesse, c'est un discernement de ce qui doit être recherché dans la vie intellectuelle, c'est-à-dire de sa finalité. Et elle n'est pas réductible à la fiabilité intellectuelle ou au respect des règles, parce que ni l'une ni l'autre ne suppose ce discernement. Elle n'est pas non plus identifiable à la réussite cognitive, car la sagesse n'implique pas d'atteindre un certain résultat cognitif, mais de réaliser sa propre nature. Donc, elle implique de saisir ce qui vaut le plus, la vérité, et de s'y ordonner. Et donc, c'est en ce sens tout autant une affaire de dignité humaine que de connaissance. Je pourrais encore citer ce que dit Thomas d'Aquin un peu plus loin dans son livre. En tous les cas, l'idée, c'est que on a là une conception différente de l'épistémologie que celle qui s'est imposée dans la
philosophie analytique, on a, c'est pour ça que j'ai ce titre, ce que j'appelle une éthique intellectuelle. Alors, on trouve d'autres auteurs qui, ces dernières années, ont été sensibles à une différence entre l'éthique intellectuelle, ou ce qu'on a parfois appelé aussi une épistémologie régulatrice, et puis l'épistémologie analytique. Alors, par exemple, je peux citer ce que dit Wolterstorff dans son livre sur John Locke and the Ethics of Belief. Il dit « L'épistémologie analytique », je cite, c'est dans mon livre à la page 226, donc je cite mon livre pour citer autre chose toujours. « L'épistémologie analytique examine les conditions dans lesquelles les croyances possèdent tel ou tel mérite. Des théories de la connaissance et des théories de la rationalité entrent dans cette épistémologie. Elles ne sont pas destinées à offrir une orientation intellectuelle, si ce n'est bien sûr pour l'analyse elle-même à ceux qui veulent distinguer la connaissance et ce qui n'en est pas, la rationalité et ce qui n'en a pas. En revanche, dans une épistémologie régulatrice, mais je n'aime pas tellement cette expression, je préfère parler d'éthique intellectuelle, ce qui est examiné est la façon dont chacun doit conduire son entendement, comment nous devons nous comporter dans la formation de nos croyances. Quel type de croyant on doit être, quel type de personne on doit être dans sa vie intellectuelle. Alors, il a raison, je pense, Wolterstorff, de partir de Descartes et de Locke, parce qu'effectivement, il y avait, à partir de Descartes et de Locke, je crois, deux possibilités, celle de l'épistémologie comme éthique intellectuelle, et celle de ce que l'épistémologie est devenue, en particulier l'épistémologie analytique. Je crois qu'on pourrait relire assez facilement Descartes et Locke pour s'apercevoir qu'il y a des aspects de ce qu'ils disaient qui sont finalement plus de l'éthique intellectuelle que ce que l'on trouve aujourd'hui dans l'épistémologie analytique. Après tout, on pourrait dire les deux ne sont pas incompatibles. Je ne défendrai pas l'incompatibilité de ce que j'appelle l'épistémologie et l'épistémologie analytique. Je dirais que les deux peuvent être menés sans doute de front jusqu'à un certain point. Alors, en tous les cas, la notion de rationalité qu'il y a dans l'une et dans l'autre est assez différente. C'est-à-dire la notion de rationalité qu'il y a dans l'épistémologie analytique courante, qu'elle soit déontologique ou fiabiliste, et puis celle qu'il y a dans l'épistémologie des vertus telle que je la pratique, est assez différente. Parce que la notion de rationalité que vous trouvez dans l'épistémologie habituelle, contemporaine habituelle, c'est une notion qui est essentiellement procédurale, liée à la détermination de règles ou de processus fiables, et finalement, elle trouve assez naturellement une contrepartie, je dirais, scientifique dans la psychologie cognitive et dans les sciences cognitives. Ce n'est pas très étonnant qu'il y ait eu une alliance assez forte entre les deux. Tandis que la notion de rationalité à laquelle j'adhérerais plutôt, ou qui m'intéresse plus et qui donne un poids à la notion de sagesse, c'est une notion de rationalité qui est substantielle et qui est liée à une métaphysique de la personne humaine, donc à une anthropologie métaphysique et à la notion de perfection, qui n'est pas la notion de règle. Deux notions très très différentes, évidemment, la notion de perfection et la notion de règle. Alors, permettez-moi encore de citer saint Thomas, mon maître, la somme théologique, la deuxième partie de la deuxième partie, la question 179, l'article 1, la réponse, très précis. Il dit, je vous rappelle, il dit ça au XIIIe siècle, je dis cela pas pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, mais pour les étudiants qui sont là, hein, c'est un auteur du XIIIe siècle, mais qui n'a pas pris une ride. Les êtres vivants qui méritent à proprement parler le nom de vivants sont ceux qui se meuvent ou agissent d'eux-mêmes.
Donc, être vivant, c'est se mouvoir à mesure de soi-même. Mais plus que tout, ce qui convient à un être en raison de lui-même est ce qui lui est propre et à quoi le porte sa principale inclination. Sa principale inclination. Donc, ce qui est propre à un être vivant, c'est une certaine inclination. Donc, c'est vrai pour tous les vivants. Pour votre poisson rouge, pour votre chat, pour votre voisine, pour tout. Aussi, la vie d'un vivant se révèle-t-elle dans l'activité qui, plus que tout autre, lui est propre et vers laquelle le porte sa principale inclination. C'est ainsi que la vie des plantes se définit par la nutrition et la génération. Elles sont enclines à se nourrir et à croître. Celle des animaux, je relis, c'est ainsi que la vie des plantes se définit par la nutrition et la génération, celle des animaux par la sensation, et le mouvement local, celle des hommes, c'est là que c'est important, par la pensée et l'agir rationnel. Donc l'inclination naturelle des êtres humains, c'est de penser. Si c'est leur inclination naturelle, vous pouvez penser que c'est en le faisant du mieux possible et en réalisant du mieux possible ce qu'ils sont, qu'ils vont se perfectionner. Donc ce texte, qui n'a l'air de rien, qui a l'air de ne pas parler du tout d'épistémologie, est en fait un programme pour l'épistémologie. Mais un programme dans lequel il y aura un rôle donné à la notion de sagesse. Premièrement, nous devons d'abord identifier ce qui est propre à la nature humaine. Sinon, ce que nous pouvons dire de la croyance et de la connaissance passera à côté de l'essentiel. Deuxièmement, la rationalité n'est pas une procédure, mais une forme ou une essence ou une nature. Celle d'une forme de vie particulière, animale mais humaine. Être rationnel, c'est vivre selon notre forme de vie qui nous est propre. Et mieux nous le sommes, plus nous sommes ce que nous sommes. Donc la rationalité, ce n'est pas une procédure, c'est un mode de vie, c'est une forme de vie. Troisièmement, cette forme de vie a une finalité, c'est-à-dire un bien propre. Et l'épistémologie dépend donc d'une téléologie, c'est-à-dire de la considération de fin dans la vie humaine. Tant que nous ne savons pas ce qui est le meilleur pour l'homme, nous ne pouvons pas dire ce que doit être sa vie intellectuelle. Pour que soit réalisé parfaitement ce pourquoi il est fait. Alors, lisons encore Thomas. Là, c'est dans son commentaire de la métaphysique d'Aristote, tout au début. Livre 1, la leçon 1, le paragraphe 3, c'est vraiment le tout début du commentaire de la métaphysique d'Aristote. Il dit « L'opération propre d'un homme est de comprendre, car c'est pourquoi il est différent de toutes les autres choses. Ce qui fait sa spécificité, c'est qu'il comprend. Donc, le désir de l'homme tend naturellement vers la compréhension. Et donc, vers la possession de la connaissance. Alors, vous vous doutez, au moins ceux qui ont déjà fait un peu d'études de philosophie, vous vous doutez, en fait, quel est le passage d'Aristote qu'il est en train de commenter. C'est le tout début de la métaphysique d'Aristote qui commence en disant « Tous les hommes désirent naturellement connaître ». Connaître ou comprendre, on peut traduire peut-être par l'un ou par l'autre. Donc c'est ça qu'il commente. Il dit, ben oui, il y a une opération qui est propre à l'homme, qui est la compréhension. Et pour comprendre pourquoi nous voulons comprendre, il faut tenir compte de notre nature.
Donc, si nous avons besoin de ce concept de sagesse en épistémologie, c'est qu'elle ne concerne pas seulement la légitimité de nos croyances et les conditions à remplir pour prétendre connaître, mais la notion de sagesse, elle concerne l'ordonnancement d'un désir naturel pour qu'il atteigne son bien. On a un désir naturel de comprendre. Et ça parce que nous sommes des êtres humains. Mais il peut être mal ordonné, notre désir. On sait bien qu'on a des tas de désirs, on voit bien qu'on en a plein qui sont mal ordonnés, hein, qui nous font faire des tas d'horreurs. Bon. Donc il faut un désir, il faut qu'il ait un ordre qui lui soit donné. Il faut qu'on soit capable de repérer quelle est sa fin véritable, ce qui va vraiment pouvoir le satisfaire. Et la sagesse, en tant que vertu, va être l'ordonnancement de notre vie intellectuelle, ou un aspect de l'ordonnancement de notre vie intellectuelle, pour que notre désir tout à fait naturel de connaître, celui qui fait notre forme de vie propre, soit réglé comme il convient pour que nous nous perfectionnons réellement dans notre nature, et vous le verrez même, pour que on soit pleinement satisfait, c'est-à-dire pleinement heureux. Donc la sagesse va consister, l'ordonnancement de notre désir par la sagesse va consister dans une attirance pour ce qui est le bien d'un être rationnel, c'est-à-dire la vérité. La vérité, ça va être le vrai bien ou le bien authentique d'un être rationnel. Ce qui suppose donc l'exercice de vertu grâce auquel se réalise au mieux ce pourquoi nous sommes des êtres rationnels, c'est-à-dire la finalité même de notre vie intellectuelle. Mais si on envisage l'épistémologie de cette façon, je dois reconnaître que ça a une conséquence notable du point de vue philosophique. L'épistémologie analytique, que j'ai enseignée depuis 35 ans, même plus. Donc l'épistémologie analytique, et si c'était à refaire, je le referais, l'épistémologie analytique s'efforce de parvenir à fixer les conditions précises de la légitimité des croyances et de la prétention à la connaissance. Et donc, elle est capable de fixer des conditions assez précises, rigoureuses, bien déterminées. Et je ne peux que... Enfin, je pense qu'en philosophie, c'est important d'en arriver à des choses claires et précises. Tandis que le type d'épistémologie que je semble là proposer nous renvoie à des notions, je dirais à des grosses notions, quoi. La notion de rationalité, de forme de vie rationnelle, de sagesse, de désir de vérité, de valeur épistémique de la vie intellectuelle. Donc tout l'effort qui a été fait dans l'épistémologie analytique, de formalisation, de définition, de formulation précise, semble délaissé au profit de notions qui mettent en plus en jeu une métaphysique qui semble vraiment très lourde. Alors je dirais c'est juste, je plaide coupable, parce que je crois que il fallait aller sans doute jusqu'à un certain point dans l'épistémologie analytique pour s'apercevoir que finalement ces notions-là, on en avait tout de même besoin. L'idée étant alors que on va pouvoir tout de même parvenir à une conception suffisamment rigoureuse de la conception éthique de l'épistémologie que je défends. On la trouve formulée d'une autre façon chez un philosophe américain contemporain qui s'appelle Plantinga, qui est toujours vivant à connaissance.
et qui dit la chose suivante. C'est dans son livre Knowledge and Christian Belief, mais là, Christian ne joue pas un grand rôle, à la page 40, mais on trouve les mêmes formulations dans son livre Warranted Christian Belief. Il dit « Ce que vous considérez de façon appropriée comme rationnel ou garanti dépend de la sorte d'attitude métaphysique ou religieuse que vous adoptez. Cela dépend de la sorte d'être que sont, à votre avis, les êtres humains, de la sorte de croyance dont vous pensez que leurs facultés fonctionnant correctement produisent, et de quelles facultés ou mécanismes cognitifs sont orientés vers la vérité. » Bon, je ne vais pas commenter longuement Plantinga, mais je pense que c'est tout de même la même idée, c'est-à-dire tant qu'on ne sait pas quelle est la nature de l'être rationnel, d'un être rationnel, tant qu'on n'a pas exploré cela du point de vue métaphysique, on ne peut pas avoir une épistémologie véritablement satisfaisante. Même si cela doit nous conduire à avoir une épistémologie peut-être un petit peu moins technique et un petit peu moins formelle que l'épistémologie analytique. En fait, l'idée qu'il y a chez Plantinga, et qu'il y est aussi évidemment chez Thomas d'Aquin, c'est l'idée que agere sequitur esse, comme disaient les scolastiques, c'est-à-dire l'acte, et l'acte cognitif lui-même, suit l'être, ou suit de l'être. Donc, si vous savez quelle est la nature de celui qui agit, vous savez quelle est la nature de son acte et ce qui rend son acte bon. Mais pour ça, il faut que vous sachiez ce qu'il est. Je pense que ça vaut aussi pour les actes intellectuels. C'est en sachant la sorte d'être que nous sommes et comment nous excellons dans notre nature rationnelle que nous donnons un rôle à la vertu de sagesse. Alors pourquoi être sage? Parce que vous êtes venu pour le savoir. Eh bien, pour être le plus parfaitement possible ce que nous sommes, des êtres rationnels. Alors, on pourrait dire, oui, mais nous ne sommes pas bien avancés en disant cela parce que nous n'avons pas une règle ou une norme dont le respect nous assurerait la légitimité de nos croyances. C'est sûr. Donc, on ne va pas avoir quelque chose comme on trouve, je sais pas, chez Clifford ou comme on va trouver dans l'épistémologie analytique, une règle en bonne et due forme à respecter. Parce que, évidemment, l'appel fait à la sagesse ne porte pas seulement, comme le dit Thomas, sur les conclusions, sur ce à quoi nous parvenons, mais aussi sur les principes. Thomas dit que la sagesse est une vertu essentiellement plus parfaite que la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sagesse juge les principes eux-mêmes. À mon sens, ça signifie que les principes et les normes épistémiques sont indispensables, et en ce sens-là, les épistémologues analytiques ont raison, ils sont indispensables à une vie intellectuelle bonne. Mais, et c'est ça l'essentiel, que nous devons vouloir les respecter, non pas comme quelque chose d'extérieur à ce que nous sommes, mais avec l'idée qu'en les respectant, ils nous permettent de parvenir du mieux possible à ce que nous sommes, à réaliser ce que nous sommes. C'est ça qui définit la sagesse chez Thomas. C'est une volonté d'user au mieux des règles épistémiques, des règles de la vie intellectuelle. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est encore il faut vouloir les respecter.
Donc, ce qui est essentiel dans cette épistémologie, ce n'est pas seulement la justification des croyances et des règles à respecter, mais c'est la détermination de ce qu'il est bon d'être selon ce que nous sommes. Ce qui fait que cette épistémologie-là, qui met l'accent sur la sagesse, elle est finalement plus une axiologie épistémique, détermination de ce qui fait la valeur de celui qui sait ou qui croit, qu'une déontologie, la détermination des normes ou des règles qu'il doit suivre. Je vais encore citer Thomas, encore 10 minutes, c'est encore. Hein, ou plutôt, je ne vais pas le citer, je vais juste commenter, mais le texte que j'utilise, il est dans La Somme contre les gentils. De toute façon, Thomas, on la connaît tous. Hein, oui, pas vous trouverez ça facilement, hein, c'est un petit livre. La Somme contre les gentils, dans la 3e partie, le chapitre 48, le paragraphe 12. Alors, je crois que le texte, que je ne vais pas vous lire, parce que ce sera un peu long, fait la synthèse de beaucoup de choses que je veux vous dire. Premièrement, l'épistémologie ne consiste pas seulement à la recherche de critères de justification, ça vous l'avez compris, mais à examiner la vie intellectuelle des personnes, c'est-à-dire des êtres rationnels. Deuxièmement, un être rationnel, c'est une forme de vie, ça vous l'avez compris aussi, j'espère, celle d'un être qui est à la fois sensible et rationnel et qui est capable d'une appréhension de la vérité. Troisièmement, dans la vie intellectuelle, certaines vertus réalisent au mieux ce que nous sommes comme être rationnel, elles nous perfectionnent. La sagesse, en particulier, est la vertu intellectuelle la plus importante parce qu'elle est la capacité à discerner ce qui va nous permettre d'accéder à la vérité. C'est-à-dire, la sagesse, elle se caractérise par l'attrait pour la vérité. Donc, elle va être décisive. C'est pour ça qu'elle est encore plus importante que la science pour Thomas d'Aquin, parce qu'elle est une condition de la connaissance. Et à l'inverse, c'est quelque chose qui joue un rôle dans le premier chapitre de mon livre, certaines attitudes intellectuelles, le baratin, l'imposture, la connerie prétentieuse, ouvrez la télé, quoi. Donc, dans certaines attitudes intellectuelles, toutes celles que j'ai là signalées et certaines autres, on voit à l'œuvre des vices, c'est-à-dire une corruption de ce que nous sommes comme être rationnel. Quand la vie intellectuelle est mauvaise, elle nous corrompt. Et on pourrait imaginer, j'ai suggéré cela, j'ai même reçu des mails là-dessus de gens courroucés sur ce point, on pourrait imaginer un système éducatif qui corrompt intellectuellement, qui promeut des vices intellectuels à la place de promouvoir des vertus intellectuelles. Je ne suis pas sûr que notre système éducatif en France soit complètement exempt de ça, d'ailleurs. Si vous poussez les gens, si dans le système éducatif que vous avez, les jeux d'esprit ou la rhétorique jouent un rôle considérable, et oui, c'est pas impossible qu'il y ait un système éducatif français où, par exemple, les concours jouent un rôle, désolé de le dire, mais un rôle important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les passer, hein, je dis passer aux étudiants pour qu'ils arrêtent de les préparer, mais étant donné l'aspect rhétorique que ça peut avoir cette conséquence de pousser une forme de corruption intellectuelle, ce qui serait grave. Quatrièmement, un aspect fondamental du passage que je lis là que je
commente, sans vous l'avoir lu, de Thomas d'Aquin, c'est que l'exercice de vertu épistémique n'est pas une affaire seulement individuelle, mais prend son sens dans un effort commun qui se poursuit de génération en génération, dit Thomas d'Aquin. Donc la vie intellectuelle est à penser comme celle, non pas simplement une vie intellectuelle d'une personne individuelle, mais d'une espèce, et pas simplement d'individus séparés, mais de l'espèce humaine en entier. Donc ça, c'est un aspect social de la connaissance, et vous voyez que cet aspect social de la connaissance ne renvoie vers aucun relativisme, comme c'est souvent le cas quand on se met à insister sur, en épistémologie sociale, ou voilà, quand on tend à socialiser l'épistémologie ou à en avoir une conception sociale, souvent c'est pour insister sur des aspects sociologiques de la connaissance, ou au moins parfois. Là, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire. Cinquième point, une notion semble inattendue en épistémologie, et pourtant je crois qu'elle joue un rôle dans ce que je dis, c'est la notion de bonheur. Et elle s'impose si l'épistémologie se comprend comme l'étude de la forme de vie propre aux êtres rationnels, à la vie intellectuelle. C'est-à-dire que la réalisation de ce que nous sommes, pour Aristote ou pour Thomas d'Aquin, c'est ce qui nous rend heureux. Donc Thomas intègre la thèse selon laquelle la vérité reste un horizon incertain en cette vie, du seul fait de ce que nous sommes, et il y a un point, sans doute dans ce que je dis, que la plupart d'entre vous ne sont pas prêts à accepter, mais c'est que le bonheur, comme la plus parfaite réalisation de ce que nous sommes, passe par la vie spéculative. Ce bonheur, il est compris dans la vie spéculative, dans la vie d'un être rationnel. C'est l'exercice de la rationalité, et c'est donc la vertu de sagesse qui nous rend heureux. Dire, mais c'est des vieilles choses qu'on trouve dans la philosophie antique. Oui. C'est certainement des vieilles choses que l'on trouvait dans la philosophie antique, mais peut-être c'était un tort de les écarter à ce point de l'épistémologie. Alors, ce que je dis là, cette conception éthique de la vie intellectuelle, est-ce qu'elle n'est pas, disons, excessive? Après tout, dans son dernier livre, c'est le dernier pour le moment, parce qu'il y en a un autre qui va paraître le mois prochain, ou en novembre, je ne sais plus. En tous les cas, dans son dernier livre, avant le prochain, Pascal Angel, qui s'intitule « Les vices du savoir », le livre de Pascal Angel, dit à la page 539, Les vices du savoir est sous-titré un essai d'éthique intellectuelle. Donc, lui aussi, il est tenté par l'éthique intellectuelle. Il dit « J'ai refusé la conception néothomiste des vertus et des vices, fondée seulement sur les motivations de l'agent en vue d'un bien épistémique, mais j'ai admis que les vices sont d'autant plus profonds qu'ils reposent non pas sur une simple insensibilité aux raisons, mais sur une indifférence ou un refus actif des normes épistémiques, et donc que le niveau motivationnel a sa place. » Donc, lui aussi est tenté fortement par l'idée qu'il faut prendre en compte des aspects éthiques dans la vie intellectuelle, mais il réfère la vie éthique au respect des raisons que nous avons de croire, sans doute à des normes épistémiques que nous devons respecter, à des obligations intellectuelles que nous avons. Et il n'est pas prêt, comme vous le voyez, à passer à une conception néothomiste, qui est quand même en gros la mienne, même si ça me fait un peu bizarre de dire que c'est un néothomiste. Bon.
mais une conception, disons, thomiste des vertus et des vices. Je crois que c'est ce qui le conduit à dire, à la page 547 de son livre, les valeurs et les normes épistémiques ne sont ni des valeurs pratiques, ni des valeurs sociales, ni des valeurs morales au sens de la conduite de la vie. Elles sont propres à la sphère de l'intellect, donc il y aurait des valeurs et des normes épistémiques, mais elles seraient essentiellement liées à la sensibilité aux raisons et à des obligations, au respect d'obligations. Vous voyez bien qu'en mettant l'accent sur la sagesse et une sorte de désir, d'ordonnancement du désir à la vérité, je pense qu'il est important de réintroduire la notion de volonté dans la vie intellectuelle. Et je crains fort que si on ne tient compte, comme le fait Pascal Angèle là, que de la sphère de l'intellect, on a une rationalité hémiplégique. Nous sommes à la fois, nous sommes des êtres rationnels, c'est-à-dire nous sommes à la fois des êtres qui ont un intellect et une volonté, et il faut que notre volonté, même dans notre vie intellectuelle, soit dirigée vers le bien, et le bien de la vie intellectuelle, c'est la vérité. Et la sagesse est la capacité ou la vertu qui nous fait discerner dans toutes les circonstances où nous sommes sages, où nous exerçons cette vertu, là vers où nous devons aller pour trouver la vérité. Et qui nous fait rejeter l'idée de nous rendre les choses plus faciles en ne tenant pas compte de cette nécessité ou de cette, je pourrais dire obligation tout de même, d'aller vers la vérité. Donc je crois qu'il y a une place pour la volonté dans la vie intellectuelle et il y a alors une place pour les vertus et pour la vertu de sagesse. Et donc vous avez compris pourquoi être sage. Il faut être sage pour être ce que nous sommes, pour réaliser ce que nous sommes, parce que c'est ce que nous pouvons être de mieux que d'être sage. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fera 55 minutes, presque une heure. Super, merci. Merci infiniment, cher Roger. Donc, je veux juste. Donc, cher Roger, merci beaucoup pour tout cela. Effectivement, la vertu de ta position, c'est son caractère en un sens holiste, c'est son caractère anthropologiquement très complet, philosophiquement très complet. Mais le problème que nous avons tous et toutes, si on est le problème que nous avons tous et toutes très souvent devant ce genre de position, c'est le problème que nous avons avec Aristote. C'est cette transparence qui est postulée par Aristote et par toi et par Thomas, cette transparence en ce qui concerne la nature humaine. Vous vous comportez comme si nous savions quelle était la nature humaine. Alors qu'on peut, sans être du tout nihiliste, sans être méchant, on peut se dire véritablement que nos capacités rationnelles sont juste un produit de l'évolution. Ça n'a pas de valeur particulière. On est des animaux rationnels, certes, c'est ça qui nous distingue des autres animaux, très bien, mais ce n'est pas pour autant que ça a une valeur. C'est juste une des fonctions supplémentaires. Il s'avère que notre cerveau est plus grand et voilà, c'est un cadeau empoisonné aussi, la rationalité, parce que nous avons tout un ensemble de doutes dont on pourrait vouloir se débarrasser. Donc, que fais-tu devant ces aristotélisme frustré? Parce que nous voudrions tous cet aristotélicien. C'est juste on n'y arrive pas. Faut faire un effort. Oui, c'est-à-dire cette épistémologie, elle est fondée sur une métaphysique. Et cette métaphysique, elle est cette anthropologie métaphysique, elle est aristotélicienne, mais l'anthropologie métaphysique est tellement fondée sur une métaphysique tout court,
une métaphysique de la substance. Donc, évidemment, il faut tout acheter à la fois et ça paraît énorme. Mais juste, je voudrais dire, parce que comme tu as évoqué l'évolution et que aussi ces derniers temps, on dit Pouillet file un mauvais coton, il devient créationniste, il ne croit manifestement pas dans l'évolution, ou il considère que ce sont des fariboles. Non, pas du tout. Hein. Je ne mange pas du tout de ce pain-là, et je crois simplement que c'est parfaitement compatible. Non, donc, vous pouvez être aussi évolutionniste que vous voulez, et en même temps penser qu'il y a une nature humaine. C'est pas l'un les deux. Alors, vous pouvez être évolutionniste sans adopter les formes les plus radicalement naturalistes du darwinisme contemporain, qui ne sont d'ailleurs pas forcément, mais là je ne suis pas spécialiste, ce que Darwin lui-même disait. Mais donc il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec l'évolution. J'espère que je n'ai pas suggéré qu'il y avait une incompatibilité. Non, okay. Non, mais je préfère le dire. Bien sûr, tu as raison, évidemment. Que ça soit vraiment je sois accusé d'être vraiment un réactionnaire et religieux et je ne sais pas quoi. Bon. Mais bon, effectivement, l'idée c'est qu'on... En fait, l'épistémologie analytique, j'ai voulu le suggérer, elle est solidaire d'une autre métaphysique. Elle est solidaire d'une métaphysique qui est très naturaliste et qui... mais sans jamais prendre, je dirais, le soin de la manifester ou de l'exposer. On vous dit, voilà, ce que nous sommes, c'est... en gros, l'esprit est pensé uniquement dans les termes qui sont ceux, disons, pour faire simple, des sciences cognitives. Là aussi, ce contre quoi je n'ai rien, mais je ne suis pas sûr que l'épistémologie doive être fondée sur ce type de métaphysique. Donc, ce qui est proposé, c'est de changer le fondement de la métaphysique, d'avoir une autre métaphysique, et effectivement une métaphysique aristotélicienne. Alors, comment je sais que la nature humaine est celle-là? Mais je trouve ça très explicatif. C'est-à-dire que tout de même, quand on lit Aristote, ça semble expliquer quand même beaucoup de choses de ce que nous sommes. Donc je dirais simplement, je ne vois pas de raison absolue de penser que Aristote aurait tort. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à cela? Est-ce que vous êtes convaincus? Que des néo-aristotéliciens dans la salle? Jean-Baptiste, s'il te plaît. Zut, ça va pas passer du tout parce que personne ne t'entend. Donc, soit tu viens peut-être, non? Voilà. Même, on va te voir. Ouais. Moi, oui, je me disais la question, peut-être que maintenant je me pose, je pense, c'est pas tellement pourquoi être sage, mais comment on fait pour ne pas l'être. Parce qu'il y a quelque chose de la rationalité, la forme de vie, le désir de connaissance, la qualité de notre nature. Et on voit aussi qu'il y a ces paratineurs, c'est autre chose. Pourquoi, en fait, pourquoi eux ne font pas ça? On a l'impression que c'est pourquoi on ne pas. Oui. Là, je peux essayer de répondre à cette question. Jean-Baptiste, c'est exactement la même réponse qu'on pourrait donner à la question de savoir pourquoi on n'est pas bon. Hélas, on a beaucoup de mal à l'être, ou à l'être vraiment, ou à l'être longtemps, ou à l'être suffisamment. Et c'est pareil pour la vie intellectuelle. Sans doute parce qu'on succombe à un certain nombre de tentations et que c'est vraiment quand je parle de volonté, la volonté peut être corrompue. Elle peut être corrompue
dans la vie, je dirais, pratique, et elle peut être corrompue aussi, et elle l'est assez souvent, dans la vie intellectuelle contemplative. Alors, il y a, évidemment, est-ce qu'il faut adhérer à un certain nombre d'explications que l'on trouve, par exemple, chez Plantinga? Mais ça, la plupart des gens qui sont dans cette salle n'achèteront pas assez facilement cette explication-là. Plantinga, calviniste, que je ne suis pas du tout calviniste, mais qui est calviniste, considère que le péché originel a obscurci nos facultés ou nos capacités intellectuelles, aussi bien qu'il nous a rendus assez systématiquement pécheurs. Alors évidemment, là, faut pas pousser quand même, quoi. On veut bien un peu de métaphysique aristotélicienne, mais le péché originel, ça fait beaucoup. Bon, c'est une explication qu'on n'est pas obligé d'accepter, mais ce qu'on peut constater, c'est que effectivement, pourquoi nous ne sommes pas sages, pourquoi nous préférons souvent nous arranger avec la vérité ou ne pas rechercher la vérité. Eh bien, c'est sans doute parce que il y a une forme de corruption qui nous est aussi naturelle, je dirais, que la rationalité. Quand quelqu'un fait sa thèse, vous connaissez ça, voilà, quand on fait sa thèse, je dis cela parce que ça m'est arrivé de dire ça dans le cadre de la formation des doctorants. Voilà, le matin, il faut se lever, se mettre à travailler. On ne sait pas si on va arriver au bout, si on va trouver quelque chose d'intéressant. On travaille pendant longtemps et on s'aperçoit qu'en fait, ça ne servait à rien. On n'est pas du tout bon. Ça peut être désespérant, la vie intellectuelle, surtout la vie intellectuelle académique. Elle peut être littéralement désespérante. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut être tenté de se faciliter la vie, ça paraît. Donc, je dirais que pourquoi nous ne sommes pas sages, parce que la rationalité est tout en étant notre nature, elle ne nous est, et tout en étant liée à une inclination qui nous est naturelle, elle peut se désordonner ou dévier très facilement. Nous avons une question en ligne. Zut, j'arrive pas. Ah, pardon, chère Violetta, c'est à toi, mais j'essaye de te mettre en évidence, mais ça va pas être si facile. Oui, c'est bon. Bon, et vous m'entendez? Ah mince, non, ça Vous sent. m'entendez? Non. Attends. Ok, on va faire autre chose. Vas-y, on entend dans l'ordinateur, mais pas de. Écoute, si c'est inaudible. C'est bon. C'est très amusant que tu viennes de parler, Roger, du calvinisme, parce que c'est vrai que calvinisme, parce que d'une certaine façon, ma question en réfère et plus précisément à la conception de la prédestination propre au calvinisme. Et la question que j'aimerais te poser, c'est de quelle façon introduire, est-ce qu'il n'y a pas trop de détermination des individus par leur nature telle qu'elle est et les qualités de leur discernement? De quelle façon un individu qui arrive peut-être sur Terre avec des capacités, disons, médiocres du discernement de la vérité peut introduire le mouvement dans sa vie intellectuelle en se voulant
en voulant se perfectionner. Et je ne sais pas de quelle manière tu peux introduire dans la théorie cette ouverture pour le perfectionnement, pour l'amélioration, pour la non-fatalité des individus en fonction de ce qu'ils ont, parce que je ne suis pas certaine si dans ta théorie, il y a encore de la place pour la théorie classique de la vérité qui est correspondance, qui est adéquation. C'est un raccourci dans la deuxième partie, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Si le discernement vient de la personne avant tout, de quelle façon elle peut améliorer son discernement autrement que en réfléchissant sur la savoir et sur la connaissance qu'elle acquiert durant sa vie. Merci. Oui, théorie de la vérité qui me convient, c'est une théorie complètement correspondantiste. Donc, ce qui fait... une proposition est vraie si c'est le cas, si les choses sont telles que la proposition dit qu'elle dit. Ce discernement qui est propre à la sagesse à l'égard de la vérité, s'agissant de la vérité, c'est un discernement qui porte qui ne porte pas sur la découverte de la vérité, mais qui porte sur l'attitude que nous devons avoir pour parvenir à la vérité. C'est-à-dire que les normes de la vérité ou la norme de la vérité reste exactement la même que dans une théorie correspondantiste. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. En revanche, il y a un aspect de ce que tu as dit au début sur lequel je voudrais revenir, c'est est-ce que cela implique le perfectionnement de soi dans la vie intellectuelle? Est-ce que ça implique une vie intellectuelle sophistiquée, élaborée? Pas du tout. Je ne pense pas ça du tout. On peut, quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas un intellectuel a une vie intellectuelle qui peut être bonne ou mauvaise. Ce n'est pas simplement que pour les intellectuels. Alors évidemment, dans mon livre, ce qui a joué un grand rôle, c'est la critique de certaines attitudes intellectuelles dans lesquelles il n'y a aucune considération pour la vérité, où la personne cherche simplement à se promouvoir elle-même, etc. Donc, ça joue un rôle dans le livre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que ça ne concerne que les intellectuels, que les gens dont la vie intellectuelle est du genre chercheur, enseignant, journaliste. Non, c'est pas que ces gens-là. Il y a des tas d'autres façons d'avoir une vie. Enfin, il y a des vies intellectuelles très différentes de cela et qui, elles aussi, peuvent être vertueuses ou vicieuses. On espère évidemment que je sais pas, les médecins, mais aussi les policiers et je sais pas quoi, même les boulangers ont une vie intellectuelle aussi et elle peut être bonne ou mauvaise aussi. Je ne pensais absolument pas aux intellectuels dans le sens des êtres le plus, je ne sais pas, cultivés, etc. Non, au contraire. Ce qui presque m'interroge dans ta théorie, c'est il y a j'y ressens une sorte de fatalisme qui vient de quelque chose qui... Je me trompe, je n'ai pas lu le livre, donc je réagis juste à... Si j'ai vu un peu dans un de tes anciens livres, tu parles déjà dans le livre sur le réalisme, tu parles déjà de l'épistémologie de vertu. Mais moi, au contraire, c'est justement
sans vouloir être trivial, mais il s'agit et je suis sûre que tu le penses aussi, d'une énorme sagesse qui peut appartenir à n'importe qui, peu importe l'endroit où il vit, son niveau d'études, etc., etc. Mais j'ai comme l'impression que, en tout cas dans ce que tu as exposé, que c'est comme si chaque individu avait déjà sa nature. C'est pas seulement les humains par rapport aux autres de règne animal. C'est aussi comme si chaque individu avait attribué déjà, s'est caractérisé d'une manière substantielle par une qualité de discernement qui le condamnerait pour le reste de sa vie, pour ainsi dire, à chercher à devenir lui-même dans le meilleur des cas par rapport à ce qu'il peut faire. Pardon, je vais juste ajouter parce que je crois que c'est important de redonner de la signification à la théorie de la vérité que Violetta a mentionné. Je pense que ce qu'elle voulait dire, dis-moi Violetta si je me trompe, mais je pense que ce que tu voulais dire, c'est que les outils classiques des épistémologies, donc notamment la théorie de la vérité, ce sont des moyens qui peuvent aider les personnes pour qui la compréhension de leur nature n'est pas tout à fait évidente. Les outils formels extérieurs, dont les règles se trouvent à l'extérieur, ces outils formels peuvent nous être plus facilement accessibles que notre compréhension de notre propre nature. Et bien, c'est fait nous aider peut-être à monter. Oui, mais je ne pense pas du tout que j'ai à comprendre ma propre nature pour devenir sage. C'est-à-dire, par exemple, puisqu'ici il y a beaucoup d'étudiants, faire de la logique, c'est une bonne chose. Oui. Donc, l'apprentissage des règles logiques, je suis tout à fait pour qu'on ne fasse pas l'argument, enfin qu'on n'utilise pas un argument dans lequel on affirme le conséquent, etc. Qu'on ne fasse pas des erreurs logiques manifestes. Et effectivement, quand on écoute la radio, on entend des gens qui font des erreurs de logique très simples. Enfin, on en entend souvent. Donc, je suis pour l'apprentissage des règles, la connaissance des principes. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'on veut respecter la règle. Qu'est-ce qui fait qu'on est inquiet de ne pas la respecter? Qu'est-ce qui fait que quand on a dans sa vie intellectuelle on cherche à parvenir à la vérité, disons, voilà, on fait de la philosophie, hein, à mon sens c'est fait pour ça, parvenir à la vérité, qu'est-ce qui fait que on a des doutes ou, voilà. Qu'est-ce qui fait que nous, voilà, en tant qu'enseignant, voilà, on commente souvent des textes d'auteurs, etc. Il y a des textes que j'ai pu commenter dans ma carrière universitaire, je ne sais pas combien de fois, enfin, des dizaines de fois. Et donc, voilà, je sais que j'ai un cours à faire dessus. Je vais dire, j'ai déjà tellement lu ce machin, je le connais par cœur, je ne vais pas le relire. Honte à moi. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est quand je le fais, je m'aperçois que je m'étais trompé, je n'avais pas bien compris. Il fallait que je relise. Donc, et c'est terrible parce que dans une carrière universitaire, moi, ça m'est vraiment arrivé assez souvent d'apercevoir que j'avais dit des âneries, des choses complètement stupides, que j'avais complètement fait un contresens total sur un auteur ou sur un texte, où j'avais mal compris. Donc, c'est troublant et agaçant. Et notre dure vie d'enseignant, fait que ça. Et voilà, mais recommencer, reprendre, relire de nouveau le texte, s'assurer que c'est bien ça qu'il dit, et puis reconnaître aussi qu'on s'est trompé, ça fait, voilà, c'est ça la formation de la vertu, je crois. Ça ne veut pas dire que je suis arrivé très très haut dans ce domaine, mais on voit bien qu'il faut un désir de vérité pour relire pour la énième fois le même texte pour être sûr que c'est bien ça qu'il dit.
ou pour se dire ok, mais je vais quand même aller voir le texte en allemand pour voir si c'est bien ça, si c'est bien ça que je comprends aussi quand je le lis en allemand. Voilà. Et puis me dire, ouais, mais peut-être que mon allemand n'est pas assez bon, alors je vais demander à Christophe Bourriaud. Je vais l'appeler et je vais lui demander si c'est bien ça que ça veut dire, etc. Vous voyez, c'est toute cette activité-là qui me semble être une activité à la fois épuisante et importante, qui est ce que j'appelle l'ordonnancement vers la vérité. Et ça, il faut que le désir soit ordonné pour que ça marche. Donc les règles et les principes, on les connaît. Il faut encore désirer les mettre en œuvre. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle, mais vous êtes prioritaire, vous prenez des risques. Allez-y. Ce serait génial si vous veniez ici, parce qu'il y a aucune chance que ce soit entendu. Merci. J'ai compris, que la sagesse, c'est cette notion de rationalité qu'on recherche dans une vie intellectuelle. Et que diriez-vous à cette personne qui fait le choix rationnel correct et ne pas justement choisir la sagesse? Est-ce que c'est considéré comme une bêtise, une paresse intellectuelle, ou ça peut se justifier par un choix rationnel? Vous pouvez faire le choix du mal. Donc, vous pouvez faire le choix de ne pas... C'est un peu la même question que Jean-Baptiste, d'une certaine façon. Vous pouvez vous dire je n'en ai rien à faire de parvenir à la vérité, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de devenir professeur d'université classe exceptionnelle. Vous pouvez vous le dire. Hein. Vous pouvez voilà, avoir d'autres finalités dans l'existence. Mais, à mon sens, ce n'est pas la meilleure façon de réaliser ce que vous êtes. Donc, que nous ayons tendance à avoir une vie corrompue, on pourrait dire pécheresse, ça ne fait aucun doute. Et donc, est-ce que vous pouvez... Peut-être que votre question, c'était, mais est-ce qu'il n'y a pas une rationalité dans le fait de prendre la décision de se fiche de la vérité, par exemple? Est-ce que ce n'est pas un choix rationnel? Non, je dirais que ça ne peut pas être un choix rationnel. Parce que c'est un choix qui se fait contre la raison. Vas-y. Est-ce que vous pouvez me détailler c'est quoi votre idée du bonheur? Je me demande, j'ai fait par rapport à votre théorie, parce que si on suit ce que c'est que l'activité intellectuelle, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui produit du bonheur, en fait. Le fait d'arriver à une vérité, l'activité en elle-même, etc. Enfin, ça serait long, mais il suffit de reprendre ce qu'on trouve chez Aristote. Donc, c'est la meilleure réalisation de ce que nous sommes, nous rend heureux, fait notre bonheur. Donc, il va y avoir un bonheur, pour dire épistémique, qui va consister dans la vie, ce que Aristote appelle la vie contemplative. C'est ce que vous trouvez dans le livre. Enfin, là, c'est évidemment simplement une référence, mais enfin, c'est ce que l'on trouve dans le livre 10 de l'éthique à Nicomaque. C'est la vie divine. Donc, ça nous rend forcément heureux puisque ça réalise ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire ce qui est le plus élevé en nous, ce qui est divin en nous. C'est ça, cette notion de bonheur. Et alors on pourrait dire, oui, mais, est-ce que ça arrive dans notre vie intellectuelle? Oui, je crois. Et ça joue un rôle lorsque, effectivement, on a l'impression qu'on a bien mené
qu'on a bien travaillé intellectuellement. Enfin, là, je m'adresse évidemment à des gens dont l'activité principale est une activité purement intellectuelle. Eh bien, il y a une forme de satisfaction. C'est ça dont j'ai parlé en termes de bonheur. Alors, je pense, par exemple, que quelqu'un comme Pascal Angèle serait très hostile à ce qu'on introduit cette notion de bonheur. Là, elle va être forcément introduite dans ce que j'ai dit parce que puisque il y a l'idée de réalisation de sa propre nature et donc l'idée de bonheur est directement liée à ça. Au moins chez Aristote. Mais ça repose la question d'une certaine transparence parce qu'on doit quand même avoir vaguement l'idée de savoir ce qu'on est pour devenir ce qu'on est. Non, enfin, savoir ce que l'on est. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que ça consiste à avoir lu Aristote. On a des questions, sauf s'il y a des questions dans la salle. Non, très bien. Donc, pardon, oui, excusez-moi, j'ai pas vu vous. Mais ce serait bien que vous veniez ici parce que personne ne vous entend. Il y a deux idées qui me sont venues en vous écoutant. Y a-t-il une sagesse dans la parole? Et c'est un peu lié. Est-ce que lorsqu'on n'est pas soi, ou plutôt qu'on n'a pas le désir d'être soi, et dans notre société, il me semble que ça arrive assez souvent, est-ce qu'automatiquement on n'est pas sage à vous écouter? J'ai employé des gros concepts, mais là, ce sont des grosses questions. Et donc, est-ce qu'il y a une sagesse de la parole? Ça dépend de ce que vous dites. Je ne saurais pas quoi répondre. Je ne voudrais pas qu'on comprenne ce que j'ai dit, la réalisation de sa propre nature, comme être soi au sens j'ai un moi et je le réalise. C'est parce que ce n'est pas ça du tout, hein, ma thèse. C'est pas être soi au sens d'une réalisation d'un moi ou d'un ego ou d'une personnalité que l'on aurait. C'est la réalisation d'une nature, donc de quelque chose qui ne m'est pas propre, mais qui est humain en général. Évidemment, il y a des conditions et des circonstances de sa réalisation qui sont personnelles, forcément, mais, ou individuelles. Mais ce n'est pas la réalisation d'un moi, c'est véritablement la réalisation la plus parfaite ou la plus parfaite possible de ce que l'on est. Cher Roger, on a un petit problème parce que Lydia Jaeger, qui nous a posé la question, elle te salue, elle a adoré la conférence, et là, ça devait partir avant que tu pouvais... Voilà. Je lis la question quand même. Surtout que certains... Pour le clavier, in absentia aussi, apparemment, a posé une question en follow-up, pour ainsi dire, de ça. Donc, je voudrais bien poser une question. Peut-être, peut-on, doit-on intégrer l'épistémologie analytique dans une éthique intellectuelle? Les règles que l'on élabore en épistémologie analytique seraient donc la part formalisée ou formalisable de la vertu intellectuelle. C'est à quoi Paul Clavier ajoute. Oui, certaines règles de l'épistémologie analytique seraient la présentation en troisième personne de ce que l'épistémologie des vertus décrit en première personne, ou encore l'épistémologie analytique est fonctionnelle, épistémologie des vertus substantielle. Oui, je serais en partie d'accord avec cela, mais il reste une différence entre des règles et des vertus. C'est-à-dire que respecter une règle ne suppose pas une réalisation de son excellence, d'être excellemment ce que l'on est.
Donc, il me semble qu'il reste un fossé. Je le redis encore, ça ne veut pas dire que la détermination des règles à suivre dans la vie, dans la pensée, ne joue aucun rôle et qu'il faut laisser tomber la logique. C'est absolument pas ça que je veux dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est, je le redis, pourquoi on veut suivre la règle. Que la règle existe, on peut le savoir et ne pas vouloir la suivre. Qu'est-ce qui fait qu'on veut la suivre? Et qu'on veut la suivre sans jamais faillir, et sans jamais faillir de le vouloir, de continuer à le vouloir, même quand ça serait plus pratique de ne pas la respecter. Parmi les nombreux saluts que tu reçois par Zoom, il y a notamment Paul Ogradi qui te salue également. Très bien. Dites si vous avez une petite dernière question. Viens. Guillaume. Alors, je crois savoir que vous défendez toujours une approche de l'esthétique qui est épistémologique. Et je me demandais dans ce cadre-là, pourquoi mettre la vérité au centre de votre épistémologie? Et comment est-ce que ça s'applique à l'esthétique? L'esthétique où il y a assez peu de vérité, il peut y avoir des gains cognitifs en termes de référence, de catégorisation, etc., etc. Mais ce ne sont pas des choses qui se réduisent à des questions de vérité, il me semble. Voilà. Bon, il faudrait une élaboration un peu longue pour répondre complètement à la question, mais je crois qu'il y a des vertus esthétiques, comme vous le savez. Mais l'ordonnancement vers la vérité joue sans doute un moindre rôle dans le domaine esthétique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas cognitif, mais ça prend une autre forme. Donc, même si ce n'est pas complètement absent. Donc voilà, je ne suis pas sûr que selon les domaines, les vertus intellectuelles qui seront en jeu seront toujours les mêmes. Et il est possible que la sagesse, comme aimantation vers la vérité, disons, ne joue pas le même rôle lorsqu'on fait de la philosophie ou lorsque on va au musée. Voilà comment je répondais. Très bien, super. Merci infiniment pour ces réponses et pour les questions vraiment fascinantes qui nous ont fait avancer et qui mettent les choses au clair. Donc, merci infiniment, Roger. Donc, sachez que ce livre voilà. Très peu cher. Sachez que tout cela est effectivement dans les contextes. Cette conférence a lieu dans le contexte de la publication de ce livre, mais surtout, ce qui me fait vraiment très plaisir, c'est qu'on a eu vraiment un moment de la philosophie au sens le plus classique et vraiment très fort du terme, avec à la fois de la qualité analytique que tu as proposée d'un côté, mais avec cette présence anthropologique qui, comme tu as dit toi-même, est rare. Donc c'était vraiment impressionnant. Merci infiniment, Roger. Oui, je tiens, la couverture, c'est un tableau d'Émile Friand. C'est un peintre de Nancy, que vous connaissez peut-être. Il y a plusieurs de ces tableaux au musée des Beaux-Arts à Nancy, et c'est intitulé Autoportrait, dit un étudiant. C'est vraiment beau. Merci encore. Très bien. Bon, voilà, merci cher camarade. Parfait. Arrêtez l'enregistrement.